pouvoir parler un peu de France. Ce que je voulais dire, ça rejoint tout d'abord ce que vient de dire Samuel sur le sondage. Je crois qu'il y a une dimension dans le combat contre l'extrême droite en France qui me paraît très importante. C'est que nos dirigeants, les dirigeants de la droite et de la gauche de gouvernement, je dirais, cèdent et ont cédé trop à l'idée que l'extrême droite était hégémonique, majoritaire sur ces thèmes dans le pays, et n'osent plus affirmer des positions. Au contraire, je pense que pour sauver les élections les prochaines, il faut les suivre sur ce terrain-là. Alors c'est plus marqué du côté de la droite républicaine que du côté de la gauche, mais enfin, on voit quand même cette tentation nettement. Et je pense que ce qu'ont montré les dernières semaines, au-delà même du sondage, et en particulier l'affaire de Calais et la manière dont ça s'est passé, c'est que c'est faux. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'idée d'aller créer 450 centres, de déplacer 7000 personnes sur tout le territoire, etc., dans le contexte actuel, ça allait mettre le pays à feu et à sang. Il y a eu quelques manifs d'extrême droite, mais en général, il y avait plus de gens qui manifestaient contre les gens d'extrême droite dans la plupart des villes en question. Je pense qu'une partie du problème vient du fait que nos élites, parce que c'est des énarques, parce que c'est des gens, quand ils ne sont pas énarques, qui viennent de Neuilly, etc., sont coupés un peu des réalités et ont une image plus négative des Français que ce qu'ils sont réellement sur ces questions-là en particulier. Je pense que les Français, ils votent à 25% pour le Front National, c'est vrai aujourd'hui. Ils ne sont pas pour autant devenus tous des racistes qui veulent pousser à la mer les gens les Érythréens, les Soudanais, etc., qui ont fui la guerre et la misère. Et donc ça, c'est la première chose. Je pense que nos dirigeants, dans leur diversité, et c'est plus vrai à droite qu'à gauche, mais c'est quand même assez vrai à nous aussi, ont peur, trop peur du Front National de ces thèmes pour l'affronter. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a derrière cette question-là, pas simplement en France, hein, il y a vraiment une crise qu'il faut comprendre du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que l'incapacité des structures traditionnelles du mouvement ouvrier à représenter les pauvres et les prolétaires. C'est là que s'engouffre l'extrême droite en termes de politique aujourd'hui. Les partis ouvriers, en termes d'électorat, c'est quand même le FN aujourd'hui, etc. Il faut bien comprendre à quel point ce truc-là est grave et profond par contre. C'est-à-dire que la crise du mouvement ouvrier, c'est quelque chose, à mon avis, d'assez simple sur la base. La base, c'est que le mouvement ouvrier, ça a toujours été un truc dirigé par des élites salariées, mais c'est un truc qui a réussi pendant 100 ans à faire croire aux vrais prolos que tous les salariés avaient les mêmes intérêts. Et que donc il fallait se ranger derrière ces élites salariées qui étaient à la tête des syndicats, des partis de gauche, que ce soit communistes ou socialistes, qui est la même sociologie. Simplement, dans des sociétés où 90% des gens sont des salariés, ça ne peut plus marcher. C'est-à-dire que les intérêts, les salariés ont toujours eu des intérêts divergents, des trajectoires divergentes, des niveaux de revenus divergents, etc. etc. On pouvait dire, tant qu'ils étaient 50% de la société, que c'était une proportion négligeable par rapport aux intérêts qu'ils avaient ensemble face au reste de la société. Quand il y a 90% des gens qui sont salariés, ça ne marche plus comme ça. Les vraies divisions au sein de la société passent au sein du salariat. Et tant que le mouvement ouvrier essaiera de continuer à faire croire qu'il représente les intérêts des prolos comme des énarques, ça ne marchera pas parce que les prolos n'y croient plus et ils ont raison de plus y croire. Donc s'il faut, que ce qui est important pour combattre l'extrême droite, c'est que le Parti socialiste reconnaisse que c'est un parti de couche moyenne et de cadre et fasse des propositions d'alliance de classe aux prolos et ne s'adresse pas aux prolos en leur disant c'est nous qui vous représentons naturellement depuis c'est comme ça depuis 150 ans et ça continue comme ça. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est plus facile pour un journaliste de le dire comme ça que de le faire efficacement. Mais je pense que c'est au cœur du sujet. Enfin, la troisième chose que je voulais vous dire, ce qui me paraît évidemment au cœur du sujet, je pense que Guillaume y reviendra aussi, l'autre, c'est évidemment la question européenne. Je pense qu'il y a une dimension vraiment française derrière qui est l'illusion
qui est très présente à droite et dans la droite républicaine, entre guillemets aussi, mais sur laquelle joue aussi le Front National. C'est une ancienne grande puissance, en plus une ancienne grande puissance coloniale, qui s'imagine qu'elle pourrait exister et continuer à exister toute seule, ce qui facilite l'idée qu'on pourrait sortir de l'Europe et s'en sortir bien quand même, ce qui est quand même beaucoup le fonds de commerce du Front National, mais aussi d'autres. La tentation existe aussi à gauche de rejoindre ce type de discours. Je pense que ça, c'est vraiment une illusion, mais c'est vrai que c'est une illusion qui marche d'autant plus qu'on n'arrive pas à changer l'Europe. Et là-dessus, bon, c'est un des principaux reproches que je fais à Hollande, que j'ai soutenu en 2012, c'est sa politique européenne, ou son absence de politique européenne plus exactement. Mais je pense que c'est pas vraiment de sa faute pour autant. C'est aussi l'ensemble des Français qui considèrent aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à faire en Europe, qu'on ne peut plus changer la donne, qu'on est des mauvais élèves, qu'on n'a plus qu'à obéir à ce que Mme Merkel et M. Schäuble veulent faire, etc. etc. Je pense que ça, c'est vraiment une appréciation complètement fausse du rapport de force. On peut changer les choses beaucoup plus facilement qu'on ne le pense en France aujourd'hui, en Europe. Pour ça, il y a une condition, c'est que les Français, il faut qu'ils le croient et qu'ils se battent pour ça. Simplement un exemple, je ne vais pas m'étendre parce qu'il faut que je parle de l'Allemagne encore un peu. Sur les paradis fiscaux, si vous voulez, on est en train de venir à bout des paradis fiscaux en Europe. Et le fait que ce soit M. Juncker qui soit à la tête de la Commission est plutôt un atout pour ça, parce qu'on ne fait jamais de meilleurs gendarmes qu'avec des voleurs, et que politiquement il est coincé par son passé de Premier ministre luxembourgeois pour avancer maintenant. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait avancer. On aurait dû se saisir de la crise des réfugiés pour dire aux Allemands, ok, vous voulez prendre beaucoup de réfugiés, c'est très bien, moralement c'est tout à fait juste. Le problème, c'est que la seule solution pour que ça se passe bien dans toute l'Europe, c'est qu'on les accueille à crédit. C'est-à-dire qu'on s'endette ensemble pour les installer, les machins, etc. Sinon, vous ne pourrez jamais faire accepter à des Hongrois, à des Polonais, mais aussi à des Français, de prendre sur les budgets sociaux existants pour installer des réfugiés, etc. etc. Personne n'a fait cette démarche vis-à-vis de l'Allemagne, leur dire ok, mais vous cédez sur l'austérité. Bon, il y a plein de choses qui seraient possibles. Alors sur l'Allemagne, oui, il y a une extrême droite qui émerge en Allemagne. C'est pas surprenant, ça fait quand même 70 ans maintenant que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Il n'y a pas de raison que l'Allemagne reste le seul pays où il n'y ait pas d'extrême droite organisée, puissante électoralement, etc. etc. C'est un phénomène qui est très marqué dans l'est de l'Allemagne, donc c'est aussi une des conséquences du drame qu'a été le communisme et l'occupation soviétique dans cette partie-là de l'Europe, qui a fait que les gens n'ont jamais vu un étranger à part un soldat russe pendant 50 ans, et que donc ils ont peur de tout ce qui bouge, etc. Et que d'autre part, ils n'ont pas fait le boulot, enfin si vous voulez, pour un antiraciste en Allemagne de l'Est, c'est un dictateur communiste qui a attaqué les libertés des gens, etc. etc. Donc c'est forcément quelque chose qu'on ne voit pas forcément très positivement. Donc oui, ça se développe notamment en Allemagne de l'Est. Après, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils sont à 12%, c'est 2 ou 3 fois moins que ce qu'ils sont en France. Ça pèse plus lourd dans l'immédiat parce que le système politique allemand est basé sur la proportionnelle intégrale, donc ça leur fait des postes partout tout de suite. Mais enfin, le scrutin majoritaire nous a protégés un peu jusque-là du Front National, mais si ça continue comme ça, il va avoir l'effet inverse que ça. Et donc là, on n'aura rien à dire aux Allemands. Simplement sur les Allemands encore, le discours qui est ultra majoritaire en France, que j'entends partout, à gauche et à droite, sur le thème « ils ont accueilli les réfugiés parce qu'ils avaient un problème démographique », ça c'est vraiment de la connerie sur le fond, et en plus de la connerie politique de le dire, et j'ai vu des dirigeants politiques de gauche et de droite le dire à la télévision, à la radio, etc. C'est absolument faux. C'est pas pour ces raisons-là que les Allemands ont accepté autant de réfugiés.
C'est vrai que c'est plus facile quand il y a moins de chômage d'accepter ce genre de choses que chez nous, c'est sûr. Mais c'est pas pour cette raison-là, dans une optique utilitariste, de dire ah, on manque de gamins, on va prendre des réfugiés. C'est parce que c'est un peuple très moral. C'est un pays qui est dirigé, dont le président est un pasteur protestant, dont la chancelière est une fille de pasteur protestant, dont le parti dominant s'appelle les chrétiens démocrates. C'est des gens où les valeurs morales chrétiennes, etc., jouent un rôle beaucoup plus important dans la vie politique qu'en France. Un des inconvénients de la laïcisation de la société française, c'est quand même ça, c'est qu'on est tous devenus encore plus individualistes et égoïstes que précédemment, et c'est pour ça qu'on se dit, ah bah si y a un réfugié qui arrive, je vais avoir moins de sous pour moi. Ça compte beaucoup moins en Allemagne, et c'est pour les mêmes raisons, si vous voulez, qu'ils ont accepté les réfugiés, qu'ils se sont dressés majoritairement contre les Grecs. C'est pour des raisons morales. Donc les Grecs, ils avaient triché, c'était des paresseux qui ne travaillaient pas et qui avaient triché, c'est pour ça qu'il fallait les punir. Les réfugiés syriens, c'est des pauvres malheureux qui fuient la guerre et la destruction de leur ville, etc. Et c'est pour ça qu'il faut les accueillir. Par ailleurs, les Allemands ont aussi, beaucoup plus que les Français, sauf peut-être à Caen et au Havre, l'expérience de ce que ça veut dire que d'avoir sa ville complètement détruite et de devoir la quitter. C'est une expérience qui a été quand même à laquelle les Français ont échappé depuis un certain temps quand même, dans leur grande majorité. Ça fait une énorme différence. Enfin, ils ont aussi l'expérience d'avoir vu qu'avec des grands déplacements de réfugiés, il y a eu 15 millions de gens qui sont venus d'Europe de l'Est en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, des réfugiés allemands, d'origine allemande, qu'on pouvait très bien surmonter ce genre de situation et